C'est parti. Tu es prêt? C'est Ouais. bon, on peut y aller. Salut à tous, c'est Ben Moudo et on se retrouve aujourd'hui pour le premier entretien martial avec Nuno Damaso, 7e dan de Taekwondo. Bonjour Nuno, Bonjour encore Ben. une fois. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le parrain de ce module d'interview. Donc et merci de m'accepter et de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, on commence avec une question très originale. Comment as-tu découvert le taekwondo et pourquoi avoir choisi cet art martial en particulier? Alors, je ne pense pas que je l'ai choisi, c'est plutôt lui qui m'a choisi. En fait, mon frère aîné s'y était mis et j'étais voir un cours et j'étais emballé. Ce qui m'a vraiment extrêmement plu, c'est l'ambiance du dojan, ce mélange de calme, de dynamique, de force, les rituels. Et puis la personnalité de mon maître, qui était quelqu'un de très charismatique, qui a vraiment su m'emballer. Puis après, évidemment, l'incroyable dynamique du taekwondo, l'esthétisme du taekwondo, ça m'a pris aux tripes, quoi. D'accord. Ouais. Comment ton entourage vit et a vécu ta passion pour le taekwondo? Ils n'ont pas eu le choix. Non, je pense que mes parents étaient très très reconnaissants et contents que j'ai trouvé un chemin pour pouvoir canaliser mon énergie et me réaliser. Donc c'était plutôt un grand cadeau. D'accord. Pourquoi Voilà. tu étais quelqu'un d'un peu perturbé, perturbateur plutôt? Voilà, j'espère ne pas avoir été perturbé, mais j'étais très turbulent. D'accord. Beaucoup de tempérament, beaucoup d'énergie, et ça partait pas toujours au bon endroit. D'accord. Et vraiment à ce titre-là, le taekwondo a été très formateur, ça a été un grand cadeau. Ok. Tu as fait des compétitions internationales pendant plusieurs années. Comment, à cette période, était rythmé ton quotidien? Est-ce que tu avais un travail à côté et combien d'heures d'entraînement tu avais à la semaine? En fait, à 17 ans, comme jeune ceinture noire, j'ai décidé d'arrêter l'école pour devenir compétiteur. Le but, c'était d'aller aux Jeux Olympiques de Séoul. Donc j'ai tout mis sur une carte, ce qui fait que j'avais vraiment du temps pour m'entraîner. Je m'entraînais tous les soirs 2 heures et tous les matins 2 heures. Ah oui. Ça 6 jours à la semaine, mais dans un statut d'amateur complet. Ce qui fait que, par rapport à tes questions pour le travail, j'ai fait énormément de petits boulots, en tout genre, pour financer ma carrière. C'est-à-dire à l'époque, on payait nous-mêmes les avions, on payait nous-mêmes les hôtels. Et puis, à côté de ces boulots, je m'entraînais. À l'époque, la conjoncture en Suisse était excellente. Donc, quand j'avais des grands tournois, je me consacrais 3-4 mois qu'à l'entraînement. Quand c'était des Open plus petits, je travaillais mi-temps ou quelques semaines. Et puis, je me débrouillais comme ça. J'ai vécu comme ça de 17 à 25 ans. D'accord. Pendant 8 ans. Ouais, quand même, ouais. Tu m'as raconté à cette époque être allé en Corée pour t'entraîner. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience? Ouais, c'était une expérience extrêmement intense. C'était mon premier contact avec le professionnalisme. Oui. Et puis évidemment, c'était un mythos d'aller s'entraîner en Corée avec les Coréens. C'était à l'époque très rare et très spécial encore. Et puis, c'est une expérience intéressante. J'étais avec un ami. Et lui, il a cassé sa jambe au premier entraînement de combat. Et il est rentré à la maison. Et je me suis retrouvé tout seul pendant 2 mois. Mais il l'a cassé pendant un combat? Combat, on faisait du combat... Un peu dur, quoi. Non, complètement dur. on faisait du full contact sans protection, quoi. Ok. Tout simple. Et puis ça, c'était tous les jours. Et puis il a cassé sa jambe, quoi. Puis je me suis retrouvé tout seul pendant 2 mois à m'entraîner 8 heures par jour. C'était extrêmement intense. J'ai beaucoup appris au niveau surtout des méthodes d'entraînement. Et puis bon, quand tu t'entraînes à ce rythme-là, tu deviens infatigable, quoi. Tu es comme une machine. Ouais. Au bout d'un moment. Ouais. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue un petit peu romantique, c'est que j'ai rencontré des athlètes professionnels qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, chroniquement blessés ou démotivés. Parce qu'en fait, ils s'entraînaient pour un but souvent matériel. Il faut savoir qu'à l'époque, en Corée, s'ils gagnaient un grand championnat, ils avaient une maison, une voiture, une rente à vie. Ah oui. Et certains, ils étaient dans ce cursus depuis très jeunes. Et ils n'avaient plus une grande passion pour l'entraînement. En fait, Ils voyaient ce qu'il y avait derrière. ils détestaient même l'entraînement. D'accord. Puis moi, c'était très intéressant de comparer mon statut de passionné romantique,
qui faisait ça pour me développer, pour la beauté du geste, par passion. Et j'avais pas de contraintes à ce niveau-là. Et c'était très intéressant de me retrouver dans cette ambiance quelque part très hermétique. C'est une expérience très spéciale, oui. Puis en fait, moi, ça m'a confirmé que j'aurais jamais voulu faire partie d'une de ces grandes équipes professionnelles. Ah oui? Ça a peut-être été ce qui m'a manqué dans ma carrière. Oui. Mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié le fait d'être complètement autonome dans mes décisions, dans ma motivation, dans mes choix. C'était vraiment l'amateurisme versus le professionnalisme. D'accord. Et quelque part, je suis très content d'être resté amateur. D'accord. Ouais. Tu penses que tu aurais peut-être un peu perdu la flamme si tu avais été dans une équipe professionnelle? Disons que c'est individuel, mais j'ai un caractère assez individualiste et très autonome, et je pense que ça m'aurait pas convenu. D'accord. J'avais un rapport avec mon maître qui était un rapport d'une osmose complète, de confiance complète, one-to-one, et ça me donnait beaucoup plus qu'une équipe. D'accord. Si le Nuno d'aujourd'hui rencontrait ce jeune compétiteur que tu étais à l'époque, que lui dirais-tu? Est-ce que tu changerais quelque chose? Avec le recul, on sait toujours mieux, hein? Avec le recul, on sait toujours mieux. Je pense que j'aurais beaucoup gagné si j'aurais été un petit peu moins impétueux, si j'avais appris à penser de manière stratégique, tactique un peu plus tôt. Longtemps, j'ai misé mon succès sur mon tempérament, mais c'est aussi mon tempérament qui souvent me faisait barrage. Oui. Voilà, ce serait ça. D'accord. Ouais. Donc tu te dirais à ton toi plus jeune... Calm down, young man. Okay. Calm down. Il y a quelques années, tu as découvert le tai chi et le travail interne. C'est venu à toi de quelle manière? C'est venu à toi naturellement? Oui, c'était complètement spontané. J'ai ressenti vers 40 ans que c'est quelque chose qui allait m'enrichir. Mais en fait, c'est un ami à moi, un professeur de karaté, qui m'a en fait conseillé d'en faire. Ah oui? Oui, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ressenti que c'était pour aider un ami qui m'a conseillé de le faire. Il avait le même travail que moi, il enseignait le karaté, lui c'était aussi des 4-5 heures par jour d'enseignement. Et le tai chi lui a beaucoup donné à ce niveau-là. Puis vraiment, c'était un peu grand frère qui voulait donner un coup de main à petit frère, quoi. D'accord. Et puis parce qu'il me l'a proposé comme ça, que j'ai ressenti qu'en fait c'était bienveillant de sa part, j'ai pu l'accepter. Et il m'a enseigné pendant pas mal d'années en cours privé. D'accord. Ouais. C'est une belle histoire, il m'a enseigné gratuitement pendant beaucoup d'années. Et on avait un agreement que le jour où j'aurais des élèves, je le payerais. Malheureusement, il est décédé, tragiquement. Ah mince. Et après sa mort, j'étais dans l'école où lui il dirigeait le tai chi. C'est moi qui ai donné les cours pendant quelques années, gratuitement par rapport à ce qu'il m'a donné. C'est comme ça que j'ai débuté le tai chi. Ouais. C'est vrai que c'est une belle histoire. Ouais. Pour le tai chi, le travail interne, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça a complètement changé ma vision de la santé, de la performance, des arts martiaux. C'est-à-dire que les arts martiaux, on a le dur et le doux. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, si tu pratiques que le dur, tu vas finir par casser. Et je pense aussi que tu vas aller contre ta propre nature, contre ta propre croissance. Et que finalement, tu vas être en décalage avec le processus de vieillissement, qui est complètement normal et qui est quelque chose qu'on devrait simplement accepter. Pas se résigner, mais accepter. Et le tai chi et les arts martiaux internes m'ont permis de trouver un juste milieu, de redéfinir ce qu'est la performance pour moi. Je vois beaucoup plus la performance sous un aspect santé globale que sur je dois être le meilleur de tous. D'accord. À tout prix. D'accord. Ce qui peut être très destructif quand tu vieillis, quoi. Oui. Après aussi du relâchement, de la respiration, du fluide, du mouvement. Ça a aussi enrichi ton taekwondo. Complètement. Ça a changé toute ma vision de pratiquer les arts martiaux. D'accord. Penses-tu qu'il y a un âge pour se mettre aux arts martiaux internes? Je pense que c'est individuel. Je pense que c'est clair par la nature des choses. En médecine chinoise, on parle des différentes phases de développement, non? Et puis dans la phase de bois ou de feu qui correspond plus à la jeunesse, c'est peut-être pas évident comme démarche, mais après ça reste très individuel. Mais généralement, c'est quand même les gens d'un certain âge ou d'une nature plus calme qui sont attirés par les arts martiaux internes. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle, quoi. Je pense que quelqu'un de jeune peut tout à fait s'y mettre. Absolument, absolument. Est-ce que toi,
tu aurais aimé commencer plus tôt les arts martiaux internes? Non, je pense que tout est arrivé au moment où ça devait arriver. D'accord. J'étais pas prêt pour ça, ça aurait été pour moi, je me serais fait violence. J'avais beaucoup trop de tempérament pour ça. Oui. Et puis je pense que la pomme est tombée quand elle était mûre, quoi. Ok, ton club a 27 ans. Et en 27 ans, combien de ceintures noires as-tu formé? J'ai absolument aucune idée. Tu sais pas? Trop. Non, beaucoup. Ouais. Toutes les années, on a un examen de ceinture noire à la fin de l'année. Il y a toujours une dizaine de personnes. Voilà, mais j'ai jamais fait de comptabilité à ce niveau-là. Ouais. Bon, sur cette base, ça fait déjà beaucoup si on compte. Combien de cours donnes-tu par semaine? Alors maintenant, je donne moins. Certaines périodes, il m'arrive de donner entre 20 et 22 cours. Et puis, quand ça va bien, quand j'ai plus de personnes qui m'aident, que tout le monde est présent, c'est une douzaine de cours par semaine. Ouais. Puis après, il y a toujours des activités, des cours privés, des séminaires. Mais j'essaie de garder une moyenne plus à 12 qu'à 22. D'accord. Et au sein même de ton club, tu enseignes uniquement le taekwondo? Le taekwondo, le tai chi et le qigong. D'accord. Qu'est-ce qui rend ton style de taekwondo unique? C'est quoi la touche Nuno Damaso? Je pense que je suis un motivateur. Je donne beaucoup d'énergie à mes cours, je mets le feu. Il y a une ambiance de travail très, très motivante. Ça, j'adore faire. Ça, c'était en tout cas un peu ma marque de fabrique pendant beaucoup d'années. Puis des dernières années, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce que j'appelle un peu arts martiaux holistiques. C'est-à-dire d'avoir l'aspect santé, l'aspect martial, l'aspect philosophique dans un même cours. De faire les connexions entre la médecine chinoise, les arts martiaux, le tai chi, la méditation, d'en faire un tout, que ce soit vraiment un travail corps-esprit. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est là que je me dirige toujours plus. D'accord, quelque chose de bien complet, pas uniquement un aspect du taekwondo, mais même quelque chose qui va au-delà. En fait, en allemand, tu dis Lebenskunst, art de vie, quoi. Donc justement, arts martiaux, pour moi, j'essaie de placer l'art martial dans un contexte de la vie de tous les jours. À quel niveau ça peut nous enrichir pour le quotidien, et pas seulement sur un aspect que martial ou que sportif. D'accord. Penses-tu que c'est une bonne chose d'aller pratiquer une autre discipline, que ce soit le temps d'un stage uniquement ou alors pleinement à côté, en parallèle de sa discipline principale? Je pense qu'il faut rester ouvert. Je trouve que c'est très positif, tout en gardant une ligne conductrice. Donc je pense que c'est très bien de pratiquer un martial jusqu'à un certain grade, par exemple la ceinture noire. Une fois qu'on a des bases bien claires, et qu'on a aussi acquis une certaine qualité de coordination, de mouvement. Ensuite, on est aussi à même de différencier, de s'enrichir. Tu as répondu à ma question suivante, du coup. Donc, on peut s'y mettre, si on s'intéresse, à partir de la ceinture noire en général, puisque ça nous donne des bases. C'est juste mon opinion, hein. Il y a beaucoup d'autres visions, mais voilà, quoi. Qu'est-ce que les arts martiaux t'ont apporté, en dehors, bien sûr, des qualités physiques? Beaucoup de choses, une colonne vertébrale, une ligne de conduite, des valeurs, un support énorme au niveau de la gestion des émotions, donc de la gestion du quotidien. Après, ça m'a donné un travail, ça m'a donné un outil pour aller vers les autres, pour partager avec les autres. Donc ça a vraiment influencé ma vie sous tous les aspects, quoi. C'est devenu plus un lifestyle que quelque chose d'à côté. Ça a influencé toute ma vie. Mais vraiment, pour moi, le central, je pense que c'est au niveau de la colonne vertébrale que ça peut te donner au niveau des valeurs. Je trouve les arts martiaux très constructifs, à la mesure où c'est pour moi un outil d'auto-éducation, un outil de développement personnel. Et c'est là que je vois la plus grande richesse. D'accord. Tu donnes des stages, parfois même à l'international, parfois plusieurs week-ends d'affilée. Est-ce que le plaisir de donner des stages est différent de celui d'enseigner en semaine dans ton club? Oui, c'est complètement différent. Bon, une fois que la classe a démarré, c'est toujours la même passion, quoi. Mais évidemment qu'en stage, les gens ne me connaissent pas, moi je ne les connais pas. Donc c'est toujours une rencontre, je dois toujours me réadapter. Je dois considérer quelle est la culture de ce pays, quelle est la manière de penser des gens, quelle est leur culture taekwondo, quelles sont les attentes, qu'est-ce que je peux donner, où c'est qu'on va se rencontrer. Donc c'est chaque fois une découverte et j'aime bien parce que ça me met toujours un petit peu de nouveau en challenge. Tu as le sentiment de devoir faire tes preuves un petit peu. Et je dois réfléchir, c'est pas acquis. Et puis souvent il y a des gens
de grande valeur, des hauts gradés qui viennent. Et moi, ça me donne une responsabilité. Donc, ça me force toujours à évoluer, à me remettre en question. Et ça évidemment, c'est super intéressant, quoi. J'aime beaucoup. Ouais. Puis j'apprends autant, en donnant des stages étrangers, j'apprends autant que j'enseigne. Oui, d'accord. J'allais par te les dire discussions, par les échanges, et ça j'apprécie beaucoup. J'allais te demander justement, tu sens que ça t'apporte quelque chose aussi? Absolument. D'accord. Des fois c'est à travers les élèves, et souvent c'est aussi à travers les autres référents que je rencontre, avec qui je peux échanger, je participe à leurs cours souvent, j'observe leurs cours. Oui, quand il y a des séminaires avec différents professeurs, voilà. tu veux dire, ouais. Et donc c'est un échange perpétuel, quoi. D'accord, ouais. Sympa. Comment fais-tu pour te reposer justement de ces périodes où tu as un petit peu des marathons de stages, où tu en enchaînes plusieurs et que tu rentres, tu donnes cours ici, tu repars Je me souviens qu'il y a quelques temps c'était arrivé. Et comment fais-tu pour te reposer de ça? Est-ce que simplement tu dors? Simplement je dors plus. Oui. Je me nourris bien, je dors plus, j'essaie de beaucoup méditer. Aussi un petit peu de lever le pied ici, de me gérer, de ne pas donner le cours comme un fou, voilà. D'être plus économique, quoi. Mais j'essaie d'être une observation surtout, puis de bien gérer mes forces, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que ma meilleure solution, ce serait encore un meilleur planning, quoi. Ouais. Parce que c'est une chose que sur du long terme, ça ne va pas. Il faut gérer les stages, il faut gérer et éventuellement... le fameux planning de la performance. Hein. Ouais. Ouais. Et éventuellement te faire remplacer par tes assistants. Absolument. Et prendre un café en terrasse. Café en terrasse au soleil, ça c'est la boîte secrète. Voilà. Comment gères-tu le fait d'être un petit peu connu dans le milieu du taekwondo? Et est-ce que tu te sens légitime? En fait, d'être connu, c'est un truc auquel que je réfléchis pas. Le fait d'être légitime, pour moi, enseigner, c'est toujours une responsabilité. Et puis c'est un échange. Il n'y a pas de professeur sans élève. Donc, pour moi, être légitime, ça veut dire que je continue de pratiquer, que je me remets en question, que j'essaie d'avoir une forme physique irréprochable, que j'essaie d'être un exemple au niveau comportemental, que je respecte les élèves, que je respecte le do, la structure, le dojang, les rituels. Ça, c'est pour moi être légitimé. Après, être légitimé, c'est aussi simplement être un élève, être moi-même, avant d'être un enseignant, être un élève. Je pense que c'est une question d'honnêteté, je pense que quand les pratiquants ressentent que toi-même tu pratiques et que tu essaies de vivre ce que tu exiges, il y a un respect qui s'installe automatiquement, quoi. Ouais. Donc tu penses qu'un professeur doit toujours continuer à pratiquer? Alors il y a différentes visions. Aujourd'hui les arts martiaux, c'est devenu un peu sport. Moi, je pense que c'est, on dit en anglais leading by example, diriger par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de pédagogie plus forte que de vivre ce qu'on exige des autres. Et puis pour cette forme d'honnêteté dans les arts martiaux, j'aime beaucoup. Ça parle sans parole. Est-ce que quand il y a un stage avec un expert, avec un maître, les stagiaires, les élèves ne savent parfois pas comment se comporter. Est-ce que toi, tu attends quelque chose en particulier de la part des stagiaires, des endroits où tu te rends en stage? Est-ce que tu t'attends à ce que vraiment ils arrivent vers toi, te saluent un peu à outrance, quitte à te mettre un peu mal à l'aise quelque part? Est-ce que ça te met mal à l'aise? Ou alors, tu n'attends rien de spécial et tu veux simplement rester très simple? Quelle est pour toi la manière de voir? Quand j'arrive en stage, les élèves ils viennent de différents horizons. Donc ils ont tous une éducation taekwondo différente. Certains ils ont une taekwondo très sportive, d'autres très martiale, d'autres très sévère, d'autres plus ludique. Et moi je pars du principe qu'ils sont tous motivés et qu'ils veulent apprendre. Donc en même temps, c'est pas mes élèves directs. Donc je ne peux pas refaire leur taekwondo et ça ne m'appartient pas non plus. Donc moi la seule chose que j'attends finalement c'est qu'ils respectent la structure. Dans le taekwondo il y a des rituels qui sont clairs. Puis je pense que cette structure est beaucoup plus importante que est-ce qu'ils me respectent moi. Parce qu'en fait, moi je fais partie de cette structure. Ils ne pratiquent pas avec Nuno Damaso. Moi je suis quelqu'un qui transmet quelque chose. Et donc le fait qu'ils me respectent moi c'est secondaire. Est-ce qu'ils respectent la structure dans laquelle ils participent? Comme un tout, les rituels du taekwondo. Puis moi, quelque part, je suis un peu un gardien que ces rituels soient respectés.
Mais après, qu'il me respecte moi ou pas, prendre ça personnel, ce serait un peu ridicule. Oui, d'accord. Ce serait ridicule, je pense. Ouais. Tu te vois en fait comme, comment dire, un outil de transmission. Voilà, tout simplement. Ouais. À travers toi, voilà, c'est pas toi en ton nom, mais au nom du taekwondo. Je trouve que ça serait très dangereux, c'est une dérive qui existe beaucoup. Oui. Moi, je propose juste une variante, oui. Puis certains, ils s'en nourrissent, ça les touche. Après, cette variante, elle n'est pas absolue, elle a ses limites comme moi j'ai mes limites. Et voilà. D'accord. Que fait Nuno Damaso de son temps libre? Alors, il se repose. Oui. Il se repose. Après, j'aime beaucoup me promener en forêt, passer du temps en nature. D'accord. Pratiquer dans la nature, oui, même que c'est en libre, mais c'est quelque chose qui me nourrit, qui me donne beaucoup. Je passe beaucoup de temps à méditer, c'est quelque chose qui me donne énormément et qui crée un équilibre par rapport à la vigueur du taekwondo. J'aime beaucoup lire, aller au cinéma et je suis une bonne fourchette. Ah oui? Absolument. Ah oui? Oui, j'adore bien manger, okay. Absolument. Est-ce que tu as une passion cachée en dehors des arts martiaux? Oui, la méditation, tout ce qui est philosophie, c'est quelque chose qui me touche. Ouais. D'accord. Ouais. Si je te demandais quel est ton film préféré? Gladiator. C'est un film qui est empreint de valeur et que j'ai vu grâce à un ami à un moment de ma vie où je devais voir ce film pour prendre une décision extrêmement importante. Et c'était une période de crise où je ne pouvais pas prendre cette décision. Et je suis sorti du cinéma et la décision elle est tombée, elle était claire, simplement claire, irrévocable. Ah ouais, grâce à. Comment dire en français, clair, net et précis. Ouais. Et c'est ce film qui a ouvert des portes pour que je retrouve une ligne que je devais appliquer. Ouais. D'accord. Et ta musique, une musique préférée? Whatever will be, will be. Que sera, sera. Ça te ressemble bien. Que penses-tu du taekwondo actuel? Disons que tout évolue, donc le taekwondo aussi. Donc il y a des millions de gens qui pratiquent le taekwondo aujourd'hui tel qu'il est enseigné et qui y trouvent beaucoup de plaisir. Pour moi, il y a des éléments essentiels qu'il y avait à l'époque, qui manquent. Ce que je vois souvent, ça ne m'émeut plus, ça ne me touche plus. D'accord. Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect pour la nouvelle génération parce qu'ils font aussi des choses qui font mieux que nous. Oui. Ils font des erreurs qu'on n'a pas faites. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens très 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 sincères et très motivés qui mettent tout leur cœur là-dedans. Et puis c'est aussi une question de génération. Puis ça dépend aussi ce qu'on cherche. Je pense que c'est le premier rapport que tu as avec le taekwondo, la première personne que tu as rencontrée, la première manière dont tu l'as pratiqué, ça va t'influencer. Moi j'ai connu un taekwondo extrêmement dur, sévère, hermétique. Et c'est ce dont j'avais besoin à cet âge-là, étant justement très turbulent. Et cette qualité de conscience, de présence, de discipline, ça m'a marqué. Donc c'est ce que je transmets aujourd'hui, c'est ce qui a influencé ma vie. Mais après, peut-être que quelqu'un il commence le taekwondo sous un aspect très ludique, très sportif, très acrobatique. Il va rechercher ça tout le temps. Donc ça ne doit pas être un jugement de valeur. Voilà. D'accord. En fait, pour toi, ce qui est important, c'est que ça continue à parler aux gens, à représenter quelque chose pour eux et à les toucher, à les développer en fait sur un plan personnel. Pour moi, le plus important, c'est que ce soit un outil de conscience. Que ce qu'il y ait tellement de présence, de discipline, d'introspection, que ça devient un outil de développement, que la qualité soit aussi intérieure qu'extérieure. C'est cet aspect qui me touche et je me suis rendu compte beaucoup plus tard, mais c'est cet aspect qui m'a toujours touché en fait, et qui m'a toujours ému. D'accord. Ouais. Pour peut-être l'anecdote, parce que souvent on se dit mais de quoi il parle exactement? Ça peut être assez abstrait. On avait une dame dans mon école, à Bienne, plus précisément dans l'école de mon maître. Elle était moyennement douée et pas très bien bâtie pour le taekwondo. Et nous les compétiteurs, on savait tous, nous on claque les coups de pied, on fait le grand écart, on est beaucoup meilleur qu'elle. Mais quand elle faisait un punze, chaque fois j'avais la chair de poule de la tête aux pieds. Et je savais, ce qu'elle fait là, je ne sais pas le faire. Alors que techniquement, j'étais beaucoup supérieur. D'accord. Mais cette dame avait une telle qualité de présence, elle était tellement dans le ici et maintenant, quand elle faisait un punze, indépendamment de la beauté de la forme physique, elle, ça la nourrissait énormément et elle était complètement dans l'instant.
Et ça, j'ai senti très jeune que c'était un aspect essentiel. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, tu m'as parlé de ma carrière de compétiteur. Oui. Pendant ma carrière de compétiteur, j'avais un entraînement une fois par semaine où je partais en forêt, des endroits où je savais que je rencontrerais personne, et je pratiquais pendant 2 heures les Pumse. D'accord. Parce que j'avais ressenti qu'en fait, le Pumse et son aspect méditatif, c'était quelque chose de régulatif au niveau émotionnel par rapport au combat, à ce besoin de gloire et de reconnaissance. Ouais. Et le Pumse pouvait me nourrir autrement. D'accord. Et c'est ce qui a fait que quand le taekwondo a commencé à proposer des Pumse de compétition, au début j'étais contre, Ouais. parce que je préférais beaucoup cette idée de me retrouver seul en nature avec les oiseaux, le vent, les éléments, et de te sentir bien, et justement indépendamment de jugements extérieurs. Ouais. Il n'y avait pas forcément que de besoin de notes et de médailles pour... Ouais. Je comprends, ouais. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu vois ça en fait comme une sorte de méditation active, c'est ça, hein, où en fait pendant que tu le fais, tu pratiques tes Pumse et en fait simplement tu ne penses à rien d'autre et c'est quelque chose qui te faisait du bien et qui te ressourçait. Complètement. Moving meditation. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs un dénominateur commun entre méditation, tai chi, qigong, arts martiaux, attention, mouvement, respiration, font un. Et quand tu es dans cet état, il n'y a que l'instant présent. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de self-défense, mais la self-défense aujourd'hui, c'est quoi? C'est contre le stress. Le stress, c'est l'ennemi public numéro 1. Donc si on a un outil qui nous permet de consciemment rentrer dans l'instant, être complètement dans l'instant, en fait, pour moi, c'est de la self-défense niveau supérieur. Parce que c'est de la self-défense au niveau mental. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de maladies qui sont dues au stress. Ouais. Mais tout le monde n'a pas les outils pour travailler contre le stress. Puis pour moi, les arts martiaux, c'est cette présence, c'est ce calme dans le dojang, cette discipline intérieure, cette introspection, c'est une manière d'apprendre à gérer ça. Ouais. Il y a des vidéos, toujours pour rester un petit peu sur les Pumse, il y a des vidéos qui circulent sur internet d'experts qui mettent des gants de boxe et qui proposent des applications de Pumse, mais avec un aspect très dynamique qui ressemble à de la boxe. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de travail? Je pense que toute recherche out of the box est positive. D'ailleurs, j'y ai pensé maintenant, pendant que tu posais la question, un des premiers pratiquants d'arts martiaux à utiliser les gants de boxe, c'était Bruce Lee, a utilisé les salles de frappe, et à l'époque, il a été critiqué par la communauté chinoise des arts martiaux parce que c'était pas traditionnel. Ouais. Et en fait, il avait une recherche de contact, recherche de réalisme, et il a cherché des méthodes de travail. Donc moi, je pense que c'est très positif, quoi. Surtout pas rester arrêté, cloisonné dans un... D'accord. Ouais. Bah, tu parlais de Bruce Lee. Ouais. Est-ce qu'il y a une figure dans les arts martiaux ou dans le taekwondo qui t'inspire? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Que ce soit un pratiquant, un acteur, un maître? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement? Dans le taekwondo ou les arts martiaux en général, il y en a énormément, il y a beaucoup de personnes. Mais peut-être que je t'aurais pas donné la même réponse il y a 3 ans, tu vois. Ouais. Quelques années, je t'aurais peut-être parlé de Benny de Jet Urquides, qui est un combattant hors norme, un combattant fabuleux. Puis après, il y en a une dizaine de comme ça. Mais aujourd'hui, je te répondrais, les gens qui me touchent, c'est ceux qui sont capables de développer leur pratique en harmonie avec la période de vie dans laquelle ils se trouvent. Ouais. Qui sont capables d'accepter, d'être en harmonie, je crois que j'ai répondu, d'utiliser tout le panel de connaissances des arts martiaux comme outil de développement. Donc quelqu'un qui à 50 ans cherchera à ressembler à quelqu'un de 20 ans ne me touche plus. À l'époque, ça m'aurait impressionné. Waouh, il est en forme, le vieux. Mais aujourd'hui, je vois plus ça comme une disharmonie. Ouais. Je trouve que ça m'intéresse. Les gens qui me touchent, c'est ceux qui arrivent vraiment à trouver une harmonie entre la phase de vie dans laquelle ils se trouvent et leur pratique. D'accord. Donc pas de nom en particulier, mais toutes les personnes qui, pour toi, ont la bonne recherche au bon moment. Voilà. Et j'ai rencontré des gens dans le taekwondo comme maître Shim Bo-young, qui est à Hambourg,
ou Maître Cho, qui est en Norvège. C'est des gens qui m'ont inspiré dans cette démarche. Ils ont intégré avec l'âge dans leur taekwondo du Qigong, du Tai Chi, du yoga, de la méditation, une recherche côté santé. C'est des gens qui m'ont touché. Et puis ce que je me rends compte, c'est que vu que le taekwondo a perdu, passablement, pas complètement, ses racines traditionnelles, on a toujours plus une recherche sportive aujourd'hui qu'une recherche spirituelle ou santé. Oui. Et ça, pour moi, c'est clairement un appauvrissement. Tu vois, un exemple, par exemple, les ministères des sports ont été obligés de créer des cours d'entraîneurs de taekwondo, des formations. Et malheureusement, on s'est complètement nourri de ce qui se fait dans le sport. Alors évidemment, on a beaucoup appris au niveau de la gestion de la performance parce que le sport occidental a une expérience phénoménale à ce niveau-là. Oui. Mais on a oublié que les arts martiaux ont une connaissance ancestrale, viennent du taoïsme, du bouddhisme, du zen, de la médecine chinoise. Et ça, on n'a pas transmis. Oui. Donc c'est normal aujourd'hui que le pratiquant, il va plus faire une recherche sportive qu'une recherche peut-être philosophique, santé. Et qu'est-ce qu'il va faire le pratiquant de taekwondo quand il va arriver à ce virage de sa vie, à ce tournant? Eh bien, il va se tourner vers d'autres disciplines parce que malheureusement, il n'y a plus beaucoup de maîtres de taekwondo qui vont lui offrir ce côté. Oui, je comprends. Alors ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, d'accord, je comprends. Que penses-tu des films ou même des dessins animés comme les mangas qui ils montrent des arts martiaux, parfois un peu caricaturés? Est-ce que tu penses que ça fait, puisque c'est une vitrine, qu'on le veuille ou non, pour les arts martiaux, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise pub? Ça dépend quelle caricature. Et à l'époque, il y avait ce fameux film avec David Carradine, Kung Fu. C'était une série avec David Carradine, hein? Tu n'as pas connu, hein? Non, mais de nom, je connais. C'est une des séries qui a le plus popularisé les arts martiaux. Il faut savoir que David Carradine n'était pas un pratiquant. Il a été préféré à Bruce Lee pour ce rôle parce qu'il a ce qu'on appelle une gueule. Et le film était basé sur des valeurs. En fait, c'était quelqu'un qui avait vécu dans un temple, qui pratiquait le kung-fu, mais qui s'attachait toujours à désamorcer la violence et à résoudre le conflit par la négociation, par la compassion, par la compréhension. Ouais. Et cette série était très très populaire, je crois, dans les années 60-70. Elle a popularisé les arts martiaux et elle a donné une très bonne image des arts martiaux. Comme ça, oui. Aujourd'hui, je vois beaucoup de films d'arts martiaux que je trouve violence gratuite, bête et méchante. Ouais. D'accord. Point à la ligne. Et dernière question. Donc, si c'était à toi de décider que le taekwondo reste olympique ou non, que ferais-tu? Je voterais pour, parce que c'est une fantastique vitrine. Oui. Quand j'ai commencé ici à Bâle, il y a 25 ans, je disais aux gens, vous avez taekwondo, et tout le monde me disait, quoi? Comment? De quelle planète ça vient? Oui. Et entre-temps, le commun des mortels connaît le taekwondo. Donc ça, on le doit à l'olympisme. Oui. Ce qui serait bien, c'est si on pouvait utiliser cette notoriété pour, dans la base, construire, garder un taekwondo traditionnel pour tout un chacun. Il faut quand même savoir qu'il y a 2 à 3% des pratiquants qui sont intéressés par la compétition. Oui. Et tous les autres, c'est la self-défense, c'est le bien-être, c'est la gestion du stress, c'est la santé, c'est d'autres paramètres. Donc, on a une autorité, donc on peut l'utiliser, mais dessous, on devrait garder un taekwondo traditionnel pour tout un chacun. Ouais, je pense que c'est... Donc, je pense que c'est pas indissociable, mais il ne faut pas qu'on soit aveuglé par l'olympisme. Pas qu'on soit aveuglé, qu'on y perde nos valeurs. D'accord. Ouais. Donc, tu le garderais, mais sous condition et avec une gestion différente de la gestion actuelle. Voilà. Et j'aimerais quand même dire que ça m'impressionne le fait qu'on soit autant aveuglé, qu'il y ait une espèce d'euphorie olympique, alors que chacun sait que 2 à 3% des pratiquants font de la compétition et tous les autres pas. Et c'est quelque chose quand même qui m'impressionne, de voir que
on part dans une direction en oubliant 97% des pratiquants et sans se poser la question du long terme. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne, surtout quand on pratique un art martial traditionnel qui a justement une longue histoire. Ouais, du bagage, Je pense qu'on devrait, surtout les anciens, on devrait être capable de penser 1, 2, 3 générations plus loin et pas d'être aveuglé par cette poule d'or qui est momentanée. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que feront beaucoup de pratiquants quand on sera plus olympique? Ouais. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Nuno d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi Ben. C'était un plaisir pour moi de m'essayer à cet exercice. J'ai pas l'habitude moi de mettre en place d'interviews comme ça. Donc merci d'avoir accepté d'être le premier. Et puis merci d'avoir joué le jeu, de m'avoir accueilli. Donc si vous êtes intéressé par le travail de Nuno Damaso, je vous invite à regarder les vidéos qu'on a déjà sorties au moment de la publication de celle-ci. Donc la découverte martiale sur le taekwondo et le point défense, où vous découvrirez un petit peu le travail de Nuno dans son école. Et je vous invite aussi à le suivre sur Facebook, puisque tu as un compte Facebook. Et puis vous pourrez suivre ses actualités, les séminaires qu'il donne et éventuellement trouver ses contacts si vous êtes intéressé pour organiser vous-même un séminaire. Je mettrai en description le lien de ton école de taekwondo, voilà, pour que les gens puissent te retrouver aussi. Et moi je partagerai sur Ben Moudon. Voilà, c'est gentil, merci. Donc je vous dis à très vite et merci.